Bonjour tout le monde. Merci d'être là ce midi. Merci à Manuvie, notre commanditaire là, pour les activités régionales de la Ville de Laval. Donc, merci à nos participants d'avoir accepté de donner cette conférence. Nous avons Marie-Hélène Rochelot. Madame Rochelot a reçu son baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal en 2005. Elle a également obtenu, en 2006, un DESS en comptabilité publique et elle a réussi l'EFU cette même année. En 2009, elle a obtenu, avec mention d'excellence, sa maîtrise en droit, option fiscalité, décernée conjointement par HEC Montréal et l'université et par la faculté de droit de l'Université de Montréal. HEC Montréal lui a même également décerné une bourse d'excellence du programme de maîtrise en droit, option fiscalité. Elle s'est jointe au cabinet HNA en 2013 et agit maintenant à titre, depuis quelques années, d'associée dans le département de fiscalité canadienne. Elle a également été chargée de cours à la maîtrise en fiscalité à HEC Montréal et a été conférencière à maintes reprises auprès de l'Ordre des CPA du Québec et de la PFF. Adjointe de Mme Cindy Kassab. Mme Kassab a reçu son baccalauréat en droit, cheminement coopératif de l'Université de Sherbrooke en 2018. Ce parcours académique lui a permis de compléter des stages coopératifs, dont un au sein d'un important cabinet d'avocats en droit des affaires. Elle a ensuite réussi les évaluations de la formation professionnelle de l'École du barreau et a obtenu sa maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke. À l'automne 2022, elle a été assermentée à titre d'avocate au barreau du Québec, après avoir complété son stage dans un cabinet comptable où elle a travaillé près de 2 ans à titre de fiscaliste. Elle travaille aujourd'hui au sein de l'équipe de fiscalité des sociétés privées de PwC à Montréal, à laquelle elle s'est jointe à l'automne 2023. Pour ce qui est des questions, on vous demanderait d'attendre à la fin de la formation pour poser vos questions. C'est une question d'enregistrement avec les personnes qui sont en ligne. Donc, merci. Bonne conférence. Donc, bonjour à tous. La conférence d'aujourd'hui porte sur le capital imposable et le capital versé, l'équivalent québécois, ainsi que leur impact sur les différentes mesures fiscales. Donc, nous avons divisé la présente conférence en 7 principaux points. Donc, premièrement, on va expliquer c'est quoi le concept du capital imposable et du capital versé, donc à quoi ça sert. Ensuite, le calcul du capital imposable et ses différentes composantes au fédéral. On va présenter un exemple pratique pour illustrer le tout. Ensuite, on va traiter du calcul du capital versé au Québec et on va présenter un sommaire des différences entre les deux calculs. Ensuite, on va aborder l'impact du capital imposable sur la déduction pour petites entreprises et on va passer à l'impact du capital imposable sur le nouvel article 18.2 qui traite de la limitation de la déductibilité des intérêts. Et on va terminer en présentant l'impact sur diverses autres mesures. Donc, essentiellement, la notion de capital imposable ou de capital versé, ça sert d'unité de mesure qui permet de distinguer les PME des grandes entreprises. Donc, le capital imposable, en fait, il est défini dans la partie 1.3 de la loi. Puis là, si vous remarquez, en fait, cette partie-là, ça traite de l'impôt des grandes sociétés. Mais c'est un impôt qui a été aboli depuis 2005. Puis en fait, le capital versé au Québec servait aussi aux fins d'une taxe sur le capital qui a été abolie depuis. Par contre, pourquoi on présente aujourd'hui sur le capital imposable? Bien, c'est une notion qui demeure vraiment pertinente pour plusieurs mesures fiscales. Donc, d'ailleurs, voici une liste de mesures fiscales qui ciblent les PME ou les grandes sociétés. Là, par exemple, dans le cas de la pénalité fédérale pour non-production, ça vise spécifiquement les grandes sociétés. Donc, ces mesures-là vont se servir de la notion de capital imposable ou de capital versé pour déterminer l'admissibilité d'une société donnée. Puis, en fait, les règles du capital imposable et du capital versé, ils existent déjà, sont déjà en place. Donc, c'est pour ça qu'on va réutiliser ces règles-là aux fins de ces mesures. Donc, on va passer à travers chacune des mesures en détail aujourd'hui. Donc, commençons avec les composantes du capital imposable au fédéral. C'est l'article 181.2 de la loi où on retrouve les règles pour le calculer.
Donc, on a reproduit ici le premier paragraphe de l'article qui va définir le capital imposable utilisé au Canada comme étant la proportion prescrite du capital imposable de la société pour l'année. Mais encore, c'est quoi le capital imposable? En fait, c'est le paragraphe 2 du même article qui va nous indiquer que c'est le capital de la société moins sa déduction pour placement. Encore une fois, il faut un peu des précisions. Donc, c'est au paragraphe 3 qu'on va voir en détail chacune des composantes du capital de la société. Puis, pour ce qui est de la déduction pour placement, c'est le paragraphe 4 qui nous liste chacune des composantes. Puis, la proportion prescrite, en fait, c'est que ça fait référence au capital imposable qui est relatif aux revenus imposables gagnés au Canada. C'est pour ça qu'on utilise l'expression « capital imposable utilisé au Canada ». Donc, ceci étant dit, comment on établit le capital imposable? En fait, on va se servir des états financiers qui sont établis conformément aux normes comptables, puis en conformité avec les termes de la loi. Donc, plus précisément, on va prendre le bilan non consolidé de la société à la fin de l'année. La loi va interdire spécifiquement de prendre la méthode de consolidation pour calculer le capital imposable. Puis là, en pratique, en fait, c'est vraiment l'annexe 33 de la déclaration T2 de la société qui va être utilisée pour établir ce calcul. Donc aujourd'hui, on a préparé des tableaux pour les différentes composantes du capital imposable. Donc on a fait 2 tableaux. Il y en a un qui est sur le capital, puis un autre sur la déduction pour placement. Donc commençons avec le capital. D'abord, on inclut le capital action de la société ou l'apport des membres. Donc, le capital action, ça réfère à la valeur comptable des actions de toutes les catégories que la société a émises. Donc, la valeur des actions, ça comprend les souscriptions à recevoir pour les actions aussi. Puis, pour une société qui est constituée sans capital action, comme une caisse de crédit ou une société coopérative, bien, le total de l'apport de ses membres est à inclure dans le capital. Deuxièmement, les bénéfices non répartis d'une société, que le montant soit positif ou négatif, donc qu'on soit en présence d'un déficit, ils sont inclus ou déduits du capital de la société. Le capital de la société comprend aussi le surplus d'apport de la société à la fin de l'année, ce qui inclut notamment les primes à l'émission d'actions, les gains sur les actions confisquées et les actions remises à titre gratuit. De plus, il faut inclure tout autre surplus à la fin de l'année. Cette expression-là, ça déborde du simple contexte comptable, donc il faut y donner une interprétation large que les autorités fiscales ont dit. Donc, on va inclure, par exemple, l'aide gouvernementale, les options d'achat de titres et les bons de souscription. Également, on inclut l'ensemble des réserves et des provisions d'une société, sauf celles qui sont déduites dans le calcul de son revenu pour l'année. La loi exclut spécifiquement l'amortissement cumulé, puis les provisions pour épuisement de la définition du mot « réserve ». Donc, une provision pour impôt, c'est une réserve, donc c'est inclus au capital de la société jusqu'au moment où un avis de cotisation est émis. Donc, à ce moment-là, la somme devient alors une dette pour la société, puis la dette va donc être inclue au capital seulement dans la mesure où elle était impayée, en fait, depuis plus de 365 jours avant la fin de l'année. Ensuite, le capital d'une société, ça comprend aussi les gains sur change non réalisés reportés à la fin de l'année, les prêts et les avances qui ont été consentis à la société à la fin de l'année, donc que ce soit à court ou long terme, avec ou sans lien de dépendance, notamment les marges et les lettres de crédit, les découverts bancaires, les produits perçus d'avance, les dépôts de clients, que ce soit même si c'est en fiducie ou en fidéicommis, ça va être inclus au capital de la société. Là, il est important de noter aussi que les intérêts qui sont courus sur les prêts et les créances, ça, c'est considéré comme étant distinct du principal. Donc, ils ne vont pas être inclus au capital de la société. Ils vont être inclus, en fait, seulement s'ils sont impayés depuis plus de 365 jours avant la fin de l'année. Ensuite de ça, il y a les dettes de la société à la fin de l'année qui sont sous forme d'obligations, de créances hypothécaires, d'effets, d'acceptation bancaire ou de titres semblables. Donc, spécifiquement, ce type de dette, pas toutes les dettes,
Donc, encore une fois, les intérêts qui sont courus sur ces dettes-là, ils vont être inclus seulement si elles sont impayées depuis plus de 365 jours avant la fin de l'année. Il y a également, comme composante au capital, les dividendes déclarés par la société, mais qui sont non versés avant la fin de l'année. Et finalement, il y a aussi toutes les autres dettes, sauf celles afférentes à un bail à la fin de l'année, qui sont impayées depuis plus de 365 jours avant la fin de l'année. Donc, par exemple, les impôts à payer, les comptes fournisseurs, les soldes de vente, les salaires et charges sociales à payer. Il faut aussi inclure la partie du capital d'une société de personnes à la hauteur de la détention de la société dans cette société de personnes-là. Puis enfin, après avoir additionné tous ces éléments-là, il faut soustraire les éléments suivants, donc les actifs d'impôt futurs, tout déficit déduit dans le calcul de l'avoir des actionnaires, y compris toute provision pour le rachat d'actions privilégiées, tout montant déduit à titre de ristourne pour l'année, puis les pertes sur change non réalisées reportées à la fin de l'année. Donc, maintenant qu'on sait comment calculer le capital d'une société, il faut savoir comment calculer sa déduction pour placement pour obtenir son capital imposable. Donc, c'est le paragraphe 181.2.4 de la loi qui va nous indiquer qu'il faut prendre la valeur comptable à la fin de l'année d'un élément d'actif de la société qui est, par exemple, une action d'une autre société. Ça va comprendre les actions d'une société non résidente et d'une société de placement à capital variable. Donc, un prêt ou une avance consentie à une autre société, sauf une institution financière, ça inclut notamment les frais payés d'avance. Un prêt, une obligation, un effet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d'une autre société, sauf une institution financière. Une dette du passif à long terme d'une institution financière attestée par des engagements émis pour une période d'au moins 5 ans. Un prêt, une avance, une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable qui est consenti à une société de personnes dont tous les associés sont d'autres sociétés non exonérées d'impôts si la société prêteuse n'est pas associée à la société de personnes. Il y a également une participation dans une société de personnes, un dividende payable à la société à la fin de l'année sur une action du capital d'une autre société. Donc là, il faut noter que sont exclus de la déduction pour placement les actions du capital action d'une société exonérée d'impôts. Donc, si la société détient des actions, mais dans une société exonérée d'impôts, ça ne rentre pas dans sa déduction pour placement. Puis, les dividendes payables par une telle société. Donc, un dividende payé par une société exonérée d'impôts, ça ne rentre pas dans la déduction pour placement. Donc, après avoir dit tout ça, là, la logique, en fait, derrière, c'est que le capital imposable, c'est le capital que la société utilise elle-même. C'est pour ça qu'on va déduire des éléments qui font partie de la base d'imposition d'autres sociétés. Donc, les éléments d'actifs suivants ne sont pas admissibles à la déduction pour placement, donc même si c'est des actifs à court ou long terme. Donc, les participations dans une fiducie, les acceptations bancaires, les comptes clients, les obligations d'État ou d'une société d'État, les placements dans des contrats de location, les droits de souscription et les options d'achat de titres, et les intérêts courus à recevoir. Donc là, dans mon explication du capital, j'ai mentionné, dans le fond, la partie du capital d'une société de personnes. En fait, le calcul peut être expliqué comme suit là, pour la partie du capital d'une société de personnes. Donc, premièrement, on va additionner le total des sommes qui sont ajoutées au capital d'une société, donc ceux que j'ai nommés dans le premier tableau, avec les ajustements nécessaires. Donc, par exemple, une société de personnes, ça n'a pas de capital action. Puis, en fait, on ne va pas tenir compte des sommes dues par la société de personnes, soit une société qui détient une participation dans la société de personnes, directement ou par l'intermédiaire d'une telle société, ou des sommes qui sont dues à une société de personnes dans laquelle une telle société détient une participation. Ensuite de ça, on va soustraire les pertes sur change non réalisées reportées de la société de personnes à la fin de l'exercice. Comme on avait mentionné dans le capital précédemment, c'est le même principe pour la société de personnes. Puis enfin, on va multiplier le résultat qui est obtenu par la quote-part de la société dans la société de personnes. Ensuite, également dans la déduction pour
pour placement, on voit qu'une participation dans une société de personnes, c'est un élément qui est compris dans la déduction pour placement. Donc, ça réduit le capital imposable. Donc, toujours à l'article 181.2, c'est le paragraphe 5 qui définit c'est quoi la valeur d'une participation dans une société de personnes. C'est la proportion déterminée qui revient à l'associé pour le dernier exercice de la société de personnes donnée, qui se termine au plus tard à la fin de l'année, du montant qui représenterait la déduction pour placement de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice, si elle était une société. Donc, encore une fois, c'est comme on fait le même exercice que pour une société avec les ajustements nécessaires. Donc, il faut penser à calculer, à prendre en compte, en fait, les participations dans une société de personnes quand on calcule le capital imposable d'une société. Donc, après toute cette théorie, on va faire un exercice pratique. Je vais vous laisser quelques minutes, en fait, pour l'examiner. Ici, on a le bilan au 31 décembre 2023 de la société Model Inc. Puis, en fait, je vais vous laisser le regarder, mais j'ai également d'autres informations à vous donner, là, puis vous prendrez les informations qui vous semblent pertinentes pour calculer son capital imposable utilisé au Canada. Donc, premièrement, la totalité du revenu imposable de Model Inc. est gagnée au Canada. Puis après, je vais revenir au bilan, ce ne sera pas long. Puis en fait, la société n'a aucun compte fournisseur impayé depuis plus de 365 jours. Elle n'a pas non plus d'impôts à payer depuis plus de 365 jours. Elle a des comptes fournisseurs impayés depuis plus de 6 mois, d'un montant de 50 000 $. La société n'a aucun compte à recevoir depuis de plus de 6 mois, puis le capital versé de l'exercice précédent de la société était de 850 000 $ et celui des sociétés associées était de 1 650 000 $. Donc, je vais vous laisser quelques minutes. Bon, donc je vais vous partager la réponse, en fait. Donc, premièrement, au capital, il y a le capital action qui était de 184 000 $. Les bénéfices non répartis qu'il fallait également inclure de 280 000 $. Les surplus d'apport et les avances à des filiales, il fallait aussi les mettre. Puis, l'emprunt hypothécaire, il fallait mettre la portion à court terme ainsi que la portion à long terme, parce que c'est spécifiquement mentionné là, comme composante du capital, les créances hypothécaires. Donc, on le met au complet. Puis, ensuite, on va enlever la déduction pour placement, donc les actions dans une société de 35 000 $, puis les avances consenties à la société mère de 24 000 $. Ça donne un total de 1 133 400 $. Donc, vous constaterez aussi qu'on n'a pas mis les comptes fournisseurs ou les impôts à payer parce qu'ils ne sont pas impayés depuis plus de 365 jours. Donc, voilà. Je vais laisser Marie-Hélène vous parler du calcul du capital versé. Bonjour. Donc, on va continuer avec le calcul du Québec. Vous allez voir, il y a des ressemblances avec le calcul du fédéral, mais il y a quand même des éléments qui sont calculés différemment. Donc, là, je vais vous présenter vraiment le calcul du Québec. Puis ensuite, on va tout mettre en relation. On a un tableau sommaire qui va vraiment montrer la distinction entre le calcul fédéral et Québec là, pour vraiment que vous puissiez voir là où il y a des différences. Donc, premièrement, particularité au Québec. La première particularité, elle est importante quand même. Au niveau du fédéral, on vient dire qu'on doit utiliser les états financiers qui sont conformes au PCGR. Point. Il n'y a aucune possibilité d'étirer cette notion-là. Au niveau du Québec, bien, ils sont un petit peu plus larges. Ce qu'ils viennent dire, c'est que ce n'est pas une règle aussi absolue que le fédéral au niveau du Québec. Donc, il y aurait possibilité, dans certains cas, de déroger au PCGR comptable si, dans l'industrie de la société, par exemple, c'est raisonnable d'utiliser une autre méthode que celle qui est proposée au niveau des PCGR, donc un petit peu plus large au niveau de leur interprétation là, versus le fédéral. Tantôt, on disait qu'au fédéral, c'était l'annexe 33 qui servait au calcul. Au niveau du Québec, c'est le formulaire CO 1136 qui est beaucoup plus étoffé que l'annexe 33, donc plus facile, selon moi, de faire le calcul au Québec. C'est beaucoup plus détaillé que l'annexe 33 du fédéral qui tient pratiquement sur une page. Et Revenu Québec a émis un très beau guide qui date de plusieurs années, mais qui est très, très pertinent quand on veut faire ce calcul-là parce qu'il donne beaucoup de détails sur ce qu'on doit considérer au niveau du calcul du capital versé.
On comprendra que le principe est un peu le même que le fédéral. Donc, il faut commencer par regarder c'est quoi les dettes et l'avoir des actionnaires de la société. C'est la base du calcul du capital versé. Et ensuite, on vient voir s'il y a possibilité de prendre certaines déductions dans ce calcul-là. Donc, qu'est-ce qu'on y inclut? Vous allez voir, là, c'est assez similaire, mais avec des différences au niveau du fédéral. Donc, capital-action versé. Fait que première différence, au niveau du fédéral, c'était capital-action. Au niveau du Québec, c'est capital-action qui va être payé. Donc, si le montant n'est pas versé, à ce moment-là, il ne sera pas considéré dans l'avoir des actionnaires. Ensuite, on vient rajouter les surplus. Bon, le principal surplus qu'on va voir, c'est le BNR lorsqu'il est positif, qu'on vient inclure dans le calcul. Il existe également d'autres surplus là, qu'on pourrait retrouver au niveau comptable, qu'on doit considérer. Par exemple, les primes sur émission d'actions vont faire partie du calcul. Provision et réserve. Toute provision qui n'est pas déductible d'un point de vue fiscal, mais qui est déduite au niveau des états financiers, doit être réajustée. Donc, on prend par exemple une dépréciation pour placement. Donc, la compagnie a un placement dans une autre entité et, point de vue comptable, on considère que ça n'a plus de valeur. Bon, au niveau fiscal, on n'aura pas de déduction pour cette dépréciation-là. Donc, il faut ramener notre bilan comme si on n'avait pas pris la déduction. Fait qu'à ce moment-là, on vient rajouter dans le calcul du capital versé le montant des provisions et réserves non déductibles, parce qu'on s'entend qu'au comptable, on le déduit, c'est venu réduire notre BNR. Donc, d'un point de vue fiscal, je viens ramener comme si je n'avais jamais eu ce type de provision-là à l'état initial. Donc, on va retrouver, par exemple, provision pour stock, provision pour désuétude de placement, provision pour éventualité, provision pour créance douteuse dans le cas où c'est une provision qui est générale et qui ne serait pas déductible en vertu de l'impôt de la partie 1. On vient la rajuster. Provision pour garantie, provision pour escompte. Bon, il y en a quand même plusieurs. Fait qu'il faut vraiment regarder qu'est-ce qu'on est venu renverser au niveau comptable qui n'est pas déductible au niveau fiscal. Donc, bien entendu, déduction pour amortissement, il n'y a pas de problème. Puis, une provision qui serait déductible, comme une provision pour mauvaise créance qui serait spécifique à certaines créances, bien, à ce moment-là, il n'y aurait pas d'ajustement à faire aux fins du calcul du capital versé. On vient aussi inclure les passifs d'impôt futur comme étant un élément de dette. Au niveau du Québec, il y a des particularités pour les entités qui ont des véhicules neufs pour fin de revente. On va voir, là, il y a plusieurs éléments dans le calcul qui sont différents. Ça n'existe pas, ces éléments-là, au niveau du fédéral. Mais on vient spécifiquement dire que le financement d'un stock de véhicules neufs serait ajouté. C'est important de le dire parce que je vais y revenir un petit peu plus tard là, dans les déductions, mais ils viennent vraiment le mettre spécifiquement au niveau du financement d'un stock de véhicules neufs. Ensuite, dette garantie par un bien de la société. Donc, à ce moment-là, dès qu'une dette est garantie, par exemple un prêt hypothécaire, on vient l'inclure aux fins du calcul. Si c'est un compte fournisseur de moins de 6 mois qui est garanti par un actif, on ne vient pas l'inclure. Fait que les comptes fournisseurs de moins de 6 mois, même si c'est garanti par un bien, c'est exclu du calcul. Ici, ma dette est partiellement garantie par un actif, mais pas entièrement. Ça ne change rien. Dès qu'il y a une portion garantie, ça rentre entièrement aux fins du calcul, là, même si ce n'est pas couvert au complet par un actif. On vient rajouter aussi les emprunts et les découverts bancaires. Petite particularité, dans le cas où mon découvert bancaire serait différent sur mon relevé de banque que mon état financier. Parce qu'on s'entend, quand on fait l'état financier, on vient considérer les chèques en circulation, soit les chèques à recevoir ou les chèques pour les fournisseurs qui ne seraient pas passés. Bien, dans le cas où le découvert bancaire sur le compte de banque serait plus grand que le découvert bancaire réel qui est aux états financiers, on prend celui des états financiers. Donc, on prend celui qui est le moins élevé des deux là, pour les fins du calcul. Il y a possibilité, dans certains cas, ça je la trouvais très drôle, de consolider. Si dans une même institution financière, j'ai un compte qui est en marge de crédit, par exemple, et un compte de banque qui serait positif dans la même institution financière, il y a possibilité de consolider les deux, mais les conditions sont très, très pointues. On dit qu'il y a 3 conditions. Bon, il faut que les comptes soient détenus dans la même banque. Il faut que
la banque calcule l'intérêt sur le net. Fait que déjà là, on vient de pas mal éliminer toutes les options possibles. Et finalement, il faut que tout le monde, autant la banque que le client, ait l'intention d'opérer compensation des deux sommes. Fait que dans la vraie vie, ça va être très peu fréquent qu'on pourrait consolider, même si j'ai un compte positif et une marge de crédit, par exemple, ou un compte en découvert dans la même institution financière. Là, dans la vraie vie, ça va être très rare qu'on va réussir à opérer compensation des deux. Autre prêt et avance consentis à la société. Donc, dans ce cas-ci, pas de délai. Dès qu'on a des prêts et avances, moins de 6 mois, plus de 6 mois, il faut les inclure dans le calcul. Intérêt couru à payer, 2 possibilités. Si l'intérêt est relié à une dette garantie, dès que j'ai un intérêt couru, il va rentrer dans le calcul. Si ce n'est pas lié à une dette garantie, bien là, quand il dépasse le délai de 6 mois, donc il est couru depuis plus de 6 mois, il va rentrer dans le calcul. Tantôt, on parlait de plus de 365 jours au niveau du fédéral. Québec, une autre différence, c'est 6 mois qu'on va regarder et non pas 1 an. Ensuite, autre dette de plus de 6 mois, on pense à compte fournisseur, des vacances à payer, des salaires à payer, des dividendes à payer. Donc, tout le reste des passifs qui seraient dus depuis plus de 6 mois vont rentrer également dans le calcul versus 12 mois au niveau du fédéral. Très important, il y a des règles anti-évitement dans le calcul. Donc, si une entité fait une série de prêts et remboursements, donc prend le solde de son compte de banque, vient rembourser une dette la veille de sa fin d'année, 2 jours après, remet l'argent dans le compte de banque juste pour éviter d'avoir une dette au moment de la fin d'année de la société, bien, la série de prêts et remboursements, un peu l'équivalent de 15-2, là, on va venir considérer qu'il n'y a jamais eu ce remboursement-là, puis on va considérer la dette dans le calcul du capital versé. Fait que quand même assez similaire au niveau des inclusions. Déduction, beaucoup plus court que le fédéral. Donc, au niveau des déductions, ce qu'on va voir principalement, c'est si mon BNR est négatif. Donc, s'il était positif, c'était une inclusion. S'il est négatif, si je suis en déficit, c'est une déduction. Actif d'impôt futur, donc mon passif d'impôt futur rentrait dans mes inclusions. Si j'ai un actif d'impôt futur, on vient le déduire. Et, l'autre élément qui est peut-être important, c'est encore au niveau des concessionnaires automobiles. Quand on a un stock de véhicules neufs, on a le droit à une déduction qui existe pour ce genre d'entité-là, et c'est le moindre c'est 50% du moindre entre le coût de l'inventaire de véhicules neufs et le montant financé de véhicules neufs. On prend le moindre des deux, fois 50%, mais permet d'avoir une déduction. Fait que particularité au niveau du Québec. Et déduction d'1 million qu'on va voir tout de suite après, mais vous voyez qu'à cette étape-ci, tout ce qu'on a vu tantôt avec Cindy, au niveau de placement dans d'autres entités, de prêts et avances dans d'autres entités, c'est pas ici que ça rentre en ligne de compte. Calcul du Québec a une déduction et une réduction. Puis on va voir tout à l'heure la réduction, donc c'est vraiment à ce niveau-là que tout ce qu'on a vu avec Cindy va venir rentrer. Donc ici, c'est très, très limité, ce qu'on peut déduire dollar pour dollar aux fins du calcul du capital versé. La déduction d'1 million, elle est nécessaire dans le calcul, mais elle est beaucoup moins pertinente dans les faits, parce qu'on va voir tantôt que souvent, on va se servir du calcul de capital versé, capital imposable, il va avoir un impact quand on dépasse le seuil de 10 millions. Pour beaucoup de mesures, sous 10 millions, il n'y a aucun impact, par exemple, pour la DPE. Cette déduction-là, elle sert uniquement quand le capital versé de la société et des sociétés associées est moins de 4 millions. Fait qu'on comprendra que dans la vraie vie, si on n'a pas besoin de calculer le capital imposable, le capital versé, parce que ça n'a pas d'impact, parce qu'on est sous le 10 millions, bien, il faudrait théoriquement le calculer, mais en pratique, souvent, on ne se servira pas de ce calcul-là dans les tout petites entreprises, mais je veux que vous compreniez quand même le concept total du calcul du capital versé. Donc, il existe une déduction d'1 million de dollars au niveau du calcul pour les très petites entreprises, comme je vous ai dit. Donc, et c'est un calcul qui est réduit progressivement. Donc, si le capital versé de la compagnie et de toutes les compagnies associées est inférieur à 1 million, j'ai une déduction d'1 million que je partage entre mes sociétés associées.
Si le capital versé consolidé est entre 1 million et 4 millions, j'ai une réduction progressive de la déduction d'1 million. Et quand le capital versé dépasse 4 millions de façon consolidée, on n'a plus accès à cette déduction-là. Ça servait beaucoup à l'époque, dans le temps où il y avait la taxe sur le capital, pour venir donner un break aux petites entreprises pour pas qu'il y ait à payer cette taxe sur le capital-là. Maintenant, un petit peu moins pertinent. J'ai quand même mis un exemple juste pour qu'on voit comment fonctionne cette déduction. Donc, le capital versé, par exemple, s'il était de 2 millions pour l'année d'imposition précédente, donc on regarde toujours l'année antérieure, 2 millions pour la société et les sociétés associées. Bon, on dépasse le 1 million. Donc, on sait qu'on va avoir une réduction de notre déduction d'1 million qui va s'opérer. Et dans ce cas-ci, bien, c'est 1/3 de la déduction. Je vous ai dit qu'entre 1 et 4, il y a une réduction progressive. Fait qu'on s'entend qu'à 2 millions, j'ai 1/3 de ma réduction progressive qu'on va considérer. Donc, sur le million, il va me rester réellement 666 700 $ de déduction possible contre le capital versé de la société. Et comme je vous dis, cette déduction de 1 million-là vient vraiment se séparer entre les entités associées. Donc, on a un seul million de déduction pour toutes les entités associées du groupe. On a vu les déductions, donc très peu de déductions. Il y a aussi la réduction pour placement. Et à ce moment-ci, c'est contrairement au fédéral où 1 $ de placement en action dans une entité donne 1 $ de réduction du capital imposable, ce n'est pas le cas au Québec. Donc, au Québec, il faut vraiment venir faire 2 calculs. On vient calculer nos biens admissibles, qu'on va regarder ensemble. On fait biens admissibles fois ce qu'on a calculé tantôt, donc l'avoir des actionnaires plus dette moins la déduction. On calcule le net des deux qu'on vient de voir, et on divise par l'actif total. Et cette règle de 3-là, c'est ça qu'on va venir réduire de notre capital versé qu'on a calculé, et non pas 1 $ de placement. Donc, une entité qui aurait beaucoup, par exemple, de dettes en compte fournisseur court terme. Bon, on s'entend que j'aurais peut-être pas beaucoup d'avoir actionnaires et dettes. Fait qu'à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que si mon chiffre il est petit au niveau du numérateur, mais que mon actif total est quand même élevé, je vais avoir très peu de réduction. Tandis que dans le cas où j'ai beaucoup de dettes à long terme, mais ma réduction va être beaucoup plus grande à ce moment-là. Fait qu'il y a vraiment une règle qui vient s'opérer par rapport à ça. Fait qu'on va regarder qu'est-ce qui rentre dans notre calcul. Bien admissible, on a les actions d'autres sociétés. Donc, quand on a un placement dans une autre société, on vient l'inclure. La logique en arrière de tout ça, c'est que les biens admissibles, c'est le gouvernement, à la base, il ne veut pas nécessairement faire, là, je m'excuse mon terme anglais, du double dip. Il dit, si quelqu'un d'autre l'inclut dans son capital, bien, je vais te permettre à toi de le réduire. Fait qu'une action du capital action, un placement que je détiens dans une autre entité, bien, l'autre entité, ça fait partie possiblement de son capital action. Donc, elle va l'inclure dans dette et avoir des actionnaires. Fait que si elle l'inclut, moi, je peux le mettre dans mon calcul de réduction. Fait qu'il y a quand même une logique en arrière des montants qu'on vient considérer ici comme étant des actifs admissibles. Donc, actions d'autres sociétés, super important, il faut considérer le coût et non pas la valeur comptable. J'ai dit tantôt que si on avait pris une dépréciation, par exemple, sur le placement, bien, ma dépréciation, je venais la rajouter dans mes dettes et avoir des actionnaires. Bien, à ce moment-là, si je veux être entièrement logique, il faut que ce que je prenne dans mon calcul, c'est mon coût initial, mon coût avant dépréciation. Et je vais aussi faire un ajustement, on va le voir tantôt, sur mon actif total. Parce que l'actif total aux états financiers est réduit parce que j'ai baissé la valeur comptable de mon placement. Bien, au fin de ce calcul-là, je me ramène à mon coût historique, mon coût initial. Donc, je vais venir réaugmenter mon actif total aussi. Fait que, au moins, ils se tiennent sur le calcul. C'est assez logique de le faire comme ça. Si c'est des actions d'une banque, vous allez voir que tout ce qui est institution financière, il y a une restriction supplémentaire qu'on parle, qui est la règle du 120 jours, qui n'existe pas aux fins fédérales, mais aux fins du Québec, ce que ça dit, puis quand je vais vous parler de la règle de 120 jours, c'est toujours la même règle, c'est que mon placement que je détiens, par exemple, au 31 décembre, qui est ma fin d'année,
il faut que je l'ai détenu pendant une période complète de 120 jours, incluant mon 31 décembre. Fait que pas nécessairement 120 jours avant ma fin de l'année. Une période de 120 jours comprenant ma fin de l'année. Fait que je pourrais acheter mon placement le 30 décembre, mais si je l'ai encore au 30 avril, bien, je vais respecter mon délai de 120 jours aux fins du calcul. OK? Fait que ce n'est pas 120 jours dans l'année, mais 120 jours qui comprend à la fin de l'année. Donc, si c'est des actions d'institutions financières, je vais avoir l'obligation de respecter le délai de 120 jours au niveau de la détention de l'action pour pouvoir l'inclure dans mes biens admissibles. Ça exclut les parts sociales dans des coopératives, donc ça ne fait pas partie des actifs qui vont être admissibles, mais on va venir inclure dans le cas où les sociétés auraient des placements en actions de sociétés de fonds mutuels. Si c'est vraiment un fonds mutuel incorporé, bien à ce moment-là, oui, on va pouvoir le considérer. Si c'est une fiducie, bien, même règle que le fédéral, ce n'est pas possible d'inclure dans les placements admissibles. Ensuite, il y a les obligations d'autres sociétés ou de sociétés de personnes. Donc, les obligations, dans ce cas-ci, je vais automatiquement avoir ma règle de 120 jours qui va s'appliquer. Donc, je vais devoir regarder ma durée de détention de toutes mes obligations pour pouvoir voir si elles peuvent rentrer dans le calcul des actifs admissibles. Et les titres émis par un gouvernement sont exclus des actifs admissibles. Faire attention, Québec n'a pas la même définition que fédérale au niveau de qu'est-ce que c'est un titre émis par un gouvernement. Au fin du Québec, on vient exclure une administration municipale ou une administration scolaire. Donc, si c'est une obligation envers la Ville de Laval, bien, ça va rentrer dans les obligations qui sont admissibles aux fins du Québec, mais ça ne rentrera pas aux fins du fédéral. Fait que là, ça peut entraîner des petits enjeux de calcul, mais il faut s'entendre que 1 000 $ de capital versé, on va le voir par exemple aux fins de la DPE, c'est un petit grain de sable. Si on se trompe d'un petit montant, la DPE elle va réduire progressivement entre 10 millions et 50 millions de capital versé. Donc, si je me trompe de 1 000 $ divisé par 40 millions fois 500 000 de DPE, là, on s'entend que ce n'est pas des montants astronomiques, mais si on veut bien faire les choses, il faudrait vraiment aller se questionner jusque-là aux fins du calcul. Ensuite, créances d'autres sociétés qui sont garanties par un bien de la société autre qu'un compte client de moins de 6 mois. Les comptes clients de moins de 6 mois ne vont jamais rentrer. Tantôt, comme je vous ai dit la même chose, les comptes fournisseurs, même s'ils sont garantis, s'ils sont moins de 6 mois, ils ne rentrent pas dans les ajouts, bien, ils sont logiques. Fait que si c'est un compte client moins de 6 mois, même s'il est garanti par un bien de la société, ne rentrera pas dans les déductions non plus. Sinon, toutes les autres créances qui sont garanties par un bien du débiteur, bien, à ce moment-là, vont pouvoir rentrer dans nos actifs admissibles, sauf quelques exceptions. Ils ont mis 4 règles. La première, c'est qu'il faut que ma créance d'autres sociétés respecte la règle de 120 jours. Donc, encore là, on doit regarder la durée de détention. Elle ne doit pas être due en raison d'un compte client de moins de 6 mois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle ne peut pas être une créance d'un gouvernement. À ce moment-là, c'est exclu. Et elle ne peut pas être due à une société mère qui aurait un siège social à l'étranger. Parce qu'on veut vraiment garder les déductions en sol canadien. Parce que la compagnie étrangère, possiblement qu'elle n'a pas de calcul de capital versé au Québec. Donc, si elle ne vient pas le réinclure dans ses dettes et avoir des actionnaires, bien, je n'ai pas le droit de prendre une déduction de mon côté. Fait au moins, il y a une logique qui est raisonnable par rapport à ça. Et ensuite, toute créance d'autres sociétés qui existent depuis plus de 6 mois. Contrairement au fédéral, où les comptes clients ne donnent droit à rien, même s'ils sont détenus depuis plus de 365 jours, bien, au niveau du Québec, quand c'est plus de 6 mois, on peut avoir une déduction dans le cas où c'est dû par une société. Parce qu'elle l'a mis dans ses fournisseurs de plus de 6 mois. Elle l'a mis dans ses dettes et avoir des actionnaires. Donc, nous, en tant si c'est un compte client, bien, on peut venir le considérer dans nos actifs admissibles. Sinon, ça inclut aussi prêts et avances, autres prêts et avances à d'autres sociétés. Fait que des avances entre les groupes de sociétés, on va pouvoir venir considérer ça dans les actifs admissibles. Frais payés d'avance. Celle-là, puis je vais y revenir dans le tableau, là, c'est beaucoup plus détaillé. Bien, les frais payés d'avance qui sont consentis
à des sociétés, comme par exemple une société d'assurance, ça va pouvoir être admissible aux fins du calcul. Au niveau du Québec aussi, des taxes municipales, taxes scolaires payées d'avance vont rentrer, contrairement au fédéral, où on dit qu'une municipalité ou une commission scolaire fait partie d'un gouvernement, puis tout ce qui est gouvernemental est exclu. Mais comme au Québec, on est venu l'exclure de notre définition de gouvernemental, on peut venir le considérer au niveau des frais payés d'avance. CNESST, par contre, pas admissible aux fins de la déduction. Ensuite, par rapport à ça, on a société de personnes, je vais y revenir, j'ai un acétate directement pour celle-là. Et je vais passer, c'est pas mal mes principaux là, actifs admissibles qu'on va considérer pour la réduction. Actif total, bon, celui-là, il est quand même simple. On prend l'actif total aux états financiers, puis on a quelques ajustements à faire. Tantôt, je vous disais, si j'ai une provision pour désuétude de placement, si ça valait 10 000, puis aux états financiers, je l'ai dévalué à 1 $, mais mon actif, il est plus faible, de 9 999. Donc, à ce moment-là, je vais venir réaugmenter mon actif total aux fins de mon calcul de réduction du montant des provisions qui sont non déductibles, pour qu'au moins, on se ramène sur une base qui fait du sens, qu'on utilise la même valeur partout. Donc, c'est le principal élément qu'on va considérer et aussi tout ce qui touche les sociétés de personnes là, que je vais vous expliquer tout de suite après. Il existe d'autres déductions. C'est très, très, très pointu. Déduction pour une société agricole ou de pêche, on a le droit d'avoir une déduction de 5 millions aux fins du calcul du capital versé, fait que c'est quand même assez précis. Société qui réalise un projet d'investissement majeur, donc si la compagnie a une exonération d'impôt à cause d'un projet de cette ampleur-là, elle a le droit à une exonération aussi au niveau du capital versé, donc on le ramène complètement à zéro. On a, au niveau des CFI, qui est particulier, c'est que le gouvernement permet soit d'avoir droit au crédit d'impôt pour les CFI ou la déduction au niveau du capital versé. On s'entend que, comme on n'a plus de taxe sur le capital, on aime bien mieux prendre des crédits d'impôt, qui est beaucoup plus intéressant, donc même s'il est non remboursable, ce qui veut dire que très rarement on va utiliser cette déduction-là. Et la dernière, la déduction pour société manufacturière, elle pourrait être super intéressante. Parce qu'une compagnie qui est plus de 50 % de ses activités au niveau manufacturier, puis là, c'est la définition qu'on connaît, où on prend la main-d'œuvre et le coût en capital des biens qu'on sert au niveau de la BFT, bien, si on est à plus de 50 % dans les proportions, bien, on a une réduction à zéro du capital versé, sauf aux fins de la DPE. Ça, on est l'exclure. Fait que même si je suis une entreprise en fabrication-transformation, que j'aurais techniquement un capital versé qui me ramène à zéro, c'est carrément écrit dans la section au niveau de la DPE qu'on ne considère pas cette déduction-là. Donc, elle est beaucoup plus théorique que pratique. Elle servait dans le temps de la taxe sur le capital pour permettre aux entreprises manufacturières d'avoir un cadeau au niveau de ne pas payer la taxe sur le capital, mais elle va quand même avoir la réduction de la DPE, même si c'est une entreprise manufacturière. Société de personnes, j'ai un peu le même principe que Cindy au fédéral. Donc, ce qu'il faut venir faire, c'est regarder, quand je détiens une participation dans une société de personnes, il faut venir faire le calcul avec les états financiers de la société de personnes. On vient calculer ses dettes, ses actifs admissibles, son actif total. Puis on vient, nous, en tant qu'associés, prendre une quote-part de ce calcul-là. OK? Donc, la quote-part, elle est basée sur le revenu. Donc, c'est quoi la portion de revenu que j'ai reçue sur le revenu total de la société? Ça me donne ma quote-part de participation et on vient faire le calcul. On vient carrément prendre ce qu'on vient de voir ensemble au niveau de la société, on le ramène au niveau de la société de personnes, à quelques exceptions près. On fait notre calcul et on ramène dans chaque section notre quote-part. Cindy, au niveau fédéral, elle faisait tout le calcul. Le net, elle le ramenait au pourcentage. Comme nous, on a une réduction, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut mettre la quote-part des dettes dans la section dettes, la quote-part des actifs admissibles dans les actifs admissibles et la quote-part de l'actif total dans l'actif total de la société pour être capable de faire adéquatement le calcul. OK? Fait que c'est pas juste nous, on a 3 calculs à faire. Souvent, dans les relevés 15 au Québec, il y a des lignes quand il y a certains bureaux comptables qui sont gentils et qui font le calcul.
Donc, c'est d'aller rechercher notre code-part qui est sur le relevé 15. Sur le T53, c'est plus rare. On peut le voir en note dans le bas, mais c'est quand même plus rare que le calcul est effectué. Quand je vous disais, sous certaines réserves, que c'est ce que je venais de vous dire, on exclut la déduction d'1 million. Donc, elle n'est pas disponible pour les sociétés de personnes. Et on exclut aussi toutes les transactions entre les associés et la société de personnes aux fins du calcul. Fait qu'abstraction faite de ces éléments-là, on fait le même calcul dans la société de personnes et on ramène notre quote-part dans la société. Je reprends le même exemple. Au niveau du calcul du capital versé au Québec, avec les mêmes explications. Dans ce cas-ci, ceux qui sont pertinents, c'est les trois derniers bullets. Donc, compte fournisseur impayé de plus de 6 mois de 50 000, pas de compte à recevoir depuis plus de 6 mois, et le capital versé de la société et des sociétés associées consolidées, on est à 2,5 millions. 850 000 pour la société, 1 650 000 pour les sociétés associées. Fait que je vous laisse 2 minutes juste pour faire le petit calcul au niveau du Québec, voir si vous arrivez à un chiffre différent du fédéral. Donc, si on regarde le calcul ensemble, je l'ai vraiment calculé séparément en fonction de chaque partie du calcul de capital versé. Donc, la première partie, au niveau des avoirs des actionnaires et dettes, qu'est-ce qu'on vient inclure? Donc, vous allez voir, c'est très, très similaire au fédéral, exception faite des comptes fournisseurs de plus de 6 mois. Mais sinon, c'est exactement les mêmes éléments qu'on vient considérer. Donc, à cette étape-ci, quand on compare les deux calculs, on a 50 000 $ de plus de capital versé qu'on a de capital imposable quand on fait la première partie du calcul. Mais sinon, c'est exactement les mêmes éléments qu'on va venir prendre en considération. Au niveau des déductions, bien à ce moment-là, la seule déduction qu'on va venir considérer, c'est la déduction d'1 million de dollars, qui est proratée, étant donné que le capital versé de la compagnie et des compagnies associées pour l'année précédente était à 2,5 millions. Bien à ce moment-là, je vais venir faire un prorata, parce que je n'ai pas accès à la totalité de la déduction d'1 million. On a accès à la moitié. C'est arrangé avec le gars des vues, là. On disait qu'entre 1 million et 4 millions, ça se réduisait, puis là, je vous ai mis ça à 2,5 en plein milieu. Donc, j'ai une réduction de 50 % de la déduction d'1 million. Donc, on peut venir chercher au niveau des déductions un 500 000 de déduction dans ce cas-ci du total d'1 million qui est disponible. Et on s'entend que dans ce cas-ci, c'est la société qui fait le choix de prendre le 500 000 de déduction. On en a une dans toutes les sociétés associées. Là, on peut répartir le million, mais dans ce cas-ci, c'est la société qui l'aurait pris entièrement. Ensuite, on avait vraiment avoir des actionnaires moins déduction qui nous amène au montant de 742 400. Et là, il faut venir voir la réduction supplémentaire que je peux prendre en fonction des placements que la société détient. Donc, qu'est-ce que j'ai comme actifs admissibles? C'est exactement les mêmes que le fédéral. Donc, j'ai les actions d'autres sociétés pour un coût de 35 000, autres prêts et avances de 24 000 qui fait un total de 59 000. Et dans ce cas-ci, mon actif total représente l'actif que j'avais au bilan. Je n'ai pas d'ajustement parce que je n'avais pas de provision, par exemple, non déductible d'un point de vue fiscal. Donc, ce n'est pas le 59 000 au complet que je peux venir considérer en réduction de mon capital versé. Ça va seulement être 32 000, étant donné que je vais venir faire le prorata entre mon 742 400, qui est le chiffre que j'ai calculé tantôt, qui était avoir des actionnaires plus dettes, moins déduction, donc moins le 500 000. J'étais à 742, sur un total d'actifs d'1 339 000, fois les actifs admissibles qu'on venait de déterminer ensemble. Donc, c'est 32 000 seulement que je vais pouvoir déduire de mon capital versé, ce qui me donne au total un capital versé Québec de 709 692. Fédéral, on est à 1 133 400. Fait qu'on a quand même une différence, principalement à cause de la déduction d'1 million. J'ai les 500 000 que j'ai déduits. Et à l'effet inverse, le fait que j'ai rajouté mes comptes à payer de plus de 6 mois vient l'augmenter. Et le fait que je n'ai pas une déduction dollar pour dollar de mes actifs admissibles, mais bien une réduction, ça vient augmenter, dans le fond, un petit peu le capital imposable, capital versé, par rapport au capital imposable. Mais globalement, on est plus faible, principalement à cause du million de déduction proraté.
Fait que quand on voit ces deux calculs-là, après ça, on se questionne sur, OK, ben tu sais, je vais remettre tout ça en perspective. Qu'est-ce qui est vraiment différent dans les deux calculs? On vous a fait un tableau sur plusieurs PowerPoint, là. Un tableau sommaire de qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent, puis en mettant un highlight en rouge sur les principales différences entre le calcul fédéral et le calcul Québec. Donc, si on regarde, par exemple, les contrats de location-acquisition, au fédéral, la position, c'est un bail, c'est un bail. Que ce soit un contrat de location-acquisition, contrat de location-exploitation, au fédéral, un bail, c'est un bail, puis ça ne rentre pas dans le calcul. Au Québec, ça va rentrer si c'est une dette, par exemple, de plus de 6 mois. À ce moment-là, on va venir considérer dans le calcul du capital versé. Dividende déclaré impayé à la fin de l'année va rentrer au fédéral, mais au Québec seulement s'il est impayé depuis plus de 6 mois. Compte fournisseur, frais courus, vacances à payer, fédéral, 1 an, donc seulement ce qui dépasse 1 an. Québec, c'est ce qui dépasse 6 mois, qui représente une autre différence entre les deux. Intérêt couru, on l'a vu tantôt, plus d'1 an au niveau du fédéral. Québec, soit plus de 6 mois, ou si c'est garanti par un bien de la société, à ce moment-là, c'est moins de 6 mois également, mais petite différence. Billet payé à un actionnaire, c'est au rachat d'actions. Pour le gouvernement, un billet à payer, ce n'est pas un prêt et avance. Donc, le billet à payer va avoir la règle standard de plus de 365 jours au fédéral ou plus de 6 mois au Québec au fin du calcul du capital. Sinon, ici, c'est similaire au niveau du calcul, au niveau des inclusions encore. Là, ici, on n'a aucune différence entre les deux paliers de gouvernement. Pour les déductions pour placement, au niveau fédéral, un compte client jamais admissible, on ne peut jamais le déduire. Québec, si c'est un compte client d'une autre société détenue depuis plus de 6 mois, dans les actifs depuis plus de 6 mois, va pouvoir rentrer dans le calcul des actifs admissibles. Donc, différence ici entre les deux. Frais payés d'avance, quand même plusieurs différences entre le fédéral et le Québec. Donc, fédéral, c'est uniquement les frais payés d'avance qu'on a payés à d'autres sociétés. Québec, on vient rajouter tout ce qui est municipal et scolaire. Donc, différence ici avec entre le fédéral et le Québec au niveau des frais payés d'avance. Vous avez taxe municipale, taxe scolaire, assurance SAQ et dépôt d'Hydro-Québec qui sont tous non admissibles au fédéral, mais tous admissibles au niveau du calcul au Québec. Et dans d'autres distinctions, au niveau des obligations qui viendraient d'Hydro-Québec, d'Hydro-Ontario, des obligations municipales, obligations scolaires, c'est jamais admissible au niveau du fédéral. Québec, j'ai ma règle de 120 jours, mais si je respecte ma règle de 120 jours, je peux rentrer ces obligations-là dans mes actifs admissibles. Donc, un petit peu plus d'ouverture au niveau du Québec. Et ici aussi, tout est conforme un versus l'autre. Bon, donc, voyons maintenant l'impact du capital imposable et du capital versé sur la déduction pour petite entreprise. Donc, la déduction pour petite entreprise, donc que je vais nommer DPE là, pour simplifier le tout, c'est limité par le plafond des affaires de la société pour l'année. Généralement, le plafond des affaires est initialement de 500 000 c'est sujet à certaines exceptions, c'est-à-dire si c'est partagé le plafond entre les différentes sociétés associées, ce ne sera pas 500 000 mais généralement, c'est la règle principale. Donc, il va être réduit, ce plafond des affaires-là, selon une méthode linéaire lorsque le capital imposable utilisé au Canada, combiné de la SPCC et de toute autre société associée, va se situer entre 10 millions et 50 millions de dollars. Donc là, il y a eu un élargissement de la fourchette par le budget fédéral en 2022, parce qu'avant ça, pour les années d'imposition qui commençaient avant le 8 avril 2022, la fourchette était de 10 millions à 15 millions de dollars. Et puis, il y a une autre réduction selon une méthode linéaire du plafond des affaires, lorsque le revenu de placement total ajusté, combiné de la SPCC et de toutes ces sociétés associées, se situe entre 50 000 $ et 150 000 $. Donc, le plafond des affaires va être réduit par le montant le plus élevé obtenu. Donc, l'élargissement de la fourchette à l'intérieur de laquelle le plafond des affaires est réduit selon le capital imposable, qui peut permettre dorénavant à plus de sociétés de taille moyenne de bénéficier de la DPE. Puis cet élargissement de la fourchette, il permet aussi potentiellement d'augmenter
le revenu admissible à la DPE pour certaines SPCC, puisqu'il s'agit d'une réduction linéaire. Donc, je vais vous montrer un graphique pour illustrer le tout. Puis, en fait, le Québec s'est harmonisé à cette mesure fédérale-là. Donc, ils ont également élargi la fourchette du capital imposable. Donc, c'est d'autant plus important de savoir, de maîtriser en fait la notion, parce que là, il y a plus de sociétés qui peuvent bénéficier de cette mesure. Donc, si on était très proche, là, si on était à 15 millions, bien, là, on pourrait bénéficier de la DPE grâce à l'élargissement. Donc, voici un graphique du budget fédéral 2022. Donc, la ligne pointillée correspond à la nouvelle réduction selon le capital imposable applicable aux années d'imposition qui se terminent après le 7 avril 2022, donc la date du dépôt du budget. Puis la ligne pleine, ça correspond à l'ancienne réduction. Donc, dès que le capital imposable combiné de la société et de ses sociétés associées dépasse 10 millions de dollars, le plafond des affaires y est réduit et le plafond des affaires y devient complètement nul, donc aucune DPE permise, lorsque le capital imposable atteint 50 millions de dollars. Donc, avant, c'était 15, maintenant 50. Donc, on va illustrer le tout avec des exemples. Mais premièrement, regardons la formule qui est applicable. Donc, la formule, c'est A fois B divisé par 90 millions de dollars. En fait, A représente le montant qui correspondrait au plafond sans la réduction. Donc, normalement, c'est 500 000 dollars, comme je vous ai dit. Puis B, c'est la somme obtenue par 0,225 fois C moins 10 millions de dollars. Et là, l'élément C va varier, en fait, si la société est associée à aucune société au cours de l'année et au cours de l'année précédente. Ça va être son capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'imposition précédente qu'on va prendre. Par contre, si elle n'est associée à aucune société pour l'année, mais elle l'était l'année précédente, on va prendre son capital imposable pour l'année donnée, l'année pour laquelle on le calcule. Si la société elle est associée à une ou plusieurs sociétés dans l'année dans laquelle on calcule la DPE, on va prendre le total des sommes de toutes les sociétés associées combinées pour sa dernière année d'imposition, en fait, se terminant dans l'année civile précédente. Donc, avant l'élargissement de la fourchette, c'était exactement le même calcul, à l'exception de diviser par 11 250 $ au lieu de 90 000 $. Donc, c'est ce qui faisait en sorte que c'était à 15 millions qu'on n'avait plus droit à la DPE. Donc, je vais l'illustrer. Par exemple, si on prend une société qui n'a pas de société associée au cours de l'année et au cours de l'année précédente, puis qu'on prend un capital imposable de 13 millions de dollars, et si on prenait une année d'imposition qui se terminait avant le 8 avril 2022, donc avant l'élargissement de la fourchette, puis qu'on applique cette formule, ça va donner une réduction de 300 000 $. Donc, c'est la réduction qu'on calcule et pas le nouveau plafond des affaires. Mais là, si on fait 500 000 $, qui est le plafond des affaires initial, moins 300 000 $, ça donne un plafond des affaires de 200 000 $. Alors que maintenant, pour une année d'imposition qui se termine après le 7 avril 2022, on applique la formule qui est applicable et ça fait une réduction de 37 500 $ du plafond des affaires, ce qui donne un plafond de 462 500 $. Donc, ça donne droit à une déduction pour petites entreprises plus élevée. Et là, si on prend un exemple d'une société qui, encore une fois, n'a pas de société associée ni au cours de l'année pour laquelle on fait le calcul, ni précédemment, puis qu'on prend plutôt un capital imposable de 20 millions, avant le changement du budget fédéral, ça donnait droit à aucune DPE. Donc, ça réduisait complètement le plafond des affaires parce que, comme j'ai dit, la fourchette, ça allait jusqu'à 15 millions. Donc, à 20 millions, on n'y avait pas droit. Mais maintenant, pour les années d'imposition qui se terminent après le 7 avril, la formule qui s'applique, ça fait en sorte que le plafond des affaires est réduit de 125 000 $. Donc, il y a quand même une petite portion de DPE qui est permise, avec un nouveau plafond de 375 000 $. Donc, je vais laisser la parole à Marie-Hélène pour la prochaine partie. Donc, autre élément pour lequel le calcul est important, c'est les nouvelles règles à 18.2 qui sont quand même très récentes,
qui s'applique pour les fins d'année qui débutent après le 31 décembre 2022. Donc, ces nouvelles règles-là, ce qu'ils font en sorte, c'est qu'on vient limiter la déduction des intérêts au niveau canadien. À la base, l'objectif était dans le but d'éviter d'éroder l'assiette fiscale canadienne. Donc, ça visait beaucoup les grandes entreprises dans lesquelles il y avait des investissements transfrontaliers. Par contre, les règles ont été mises en place qui fait en sorte que ça peut viser plus de gens que seulement ce qui était prévu initialement là, au fin des notes explicatives. Des exemples de situations là, qui sont visées, une société canadienne qui emprunte au Canada, puis elle investit l'argent dans des sociétés étrangères affiliées, par exemple, bien, l'argent sort du Canada, l'intérêt est déductible au Canada, puis les dividendes qui rentreraient de la société étrangère affiliée seraient libres d'impôt. Donc, à ce moment-là, c'est ces situations-là qui étaient visées. Ou, par exemple, une société canadienne qui emprunte au Canada, qui investit dans les sociétés canadiennes, mais dont un actionnaire non résident détient plus de 25 % en vote et valeur de la société canadienne. C'est des exemples où des nouvelles règles vont s'appliquer et le calcul, dans le fond, est basé sur le BAYA. Donc, au niveau de l'année 2023, on va limiter la déduction d'intérêt à 40 % du BAYA. Et pour les années 2024 et suivantes, c'est 30 % du BAYA qui va être la limite au niveau de la déductibilité des intérêts. Il y a possibilité de reporter cette déduction-là non permise cette année dans les années futures, mais ça ne permet pas d'avoir la déduction d'impôt et le retour d'impôt immédiat. Là, il va être reporté dans le temps. Donc, qui est assujetti à ces nouvelles règles-là de restriction au niveau de la déductibilité des intérêts? C'est tout contribuable qui n'est pas une entité exclue. C'est pour ça que je vous dis que des fois, ça peut viser plus large que seulement dans un domaine transfrontalier. Mais regardons qui sont les entités exclues au fin de ces nouvelles règles-là. Ce n'est pas un cours sur 18.2, mais vraiment juste pour vous présenter l'interrelation entre le capital imposable et ce nouvel article de loi-là. Donc, il y a 3 exceptions au niveau des entités exclues dans lesquelles on ne serait pas visé par les nouvelles règles de 18.2. La première, c'est le contribuable est une société qui est une SPCC et le capital imposable utilisé au Canada de la société et de toutes les sociétés associées est inférieur à 50 millions. Donc, c'est un peu la même règle, le même threshold qui ont dit, bien, au moment où tu n'as plus accès à la DPE, bien, ces règles-là vont commencer à s'appliquer. Donc, de là, le même 50 millions. Il existe aussi 2 autres exceptions qui ne touchent pas du tout le capital imposable. Donc, il y en a une qui est basée sur le montant de dépenses d'intérêt net, donc dépenses d'intérêt moins revenus d'intérêt. Si on est sous le seuil d'1 million, ça sera pas, les règles ne seront pas applicables. Et il y a une autre exception plus pointue par rapport à plusieurs règles à rencontrer pour pouvoir s'exclure. Mais comme je vous dis, je vous les ai mis là pour que vous ayez toutes les exceptions possibles, mais c'était vraiment principalement celle du capital imposable que je voulais qu'on regarde. Donc, dans un exemple, j'ai 2 petits exemples pour vous, où j'ai Canco 1, qui est une SPCC, qui détient 2 placements. Donc, un placement dans une société étrangère affiliée et un placement dans Canco 2, qui est aussi une SPCC. Donc, à ce moment-là, quand on regarde les conditions, dans ce cas-ci, Canco 1 a un capital imposable de 25 millions et Canco 2 a un capital imposable de 24 millions, arrangé avec le gars des vues. Donc, quand on additionne le capital imposable des sociétés canadiennes associées, on est à 49 millions. Donc, on est sous le seuil de 50 millions, ce qui veut dire qu'on est une entité exclue et on n'aurait pas besoin, dans cette situation-ci, même s'il y a des non-résidents dans les actionnaires et des sociétés étrangères affiliées, on serait exclu de l'application des nouvelles règles. Dans un autre exemple où on a la même structure, mais dans ce cas-ci, le capital imposable de Canco 1 serait 50 millions et de Canco 2 serait 25 millions, bien, à ce moment-ci, la première exclusion ne serait pas applicable parce que mon capital imposable serait supérieur aux 50 millions. La deuxième exception ne serait pas applicable non plus parce que quand on regarde mes dépenses d'intérêt, on dépasserait là, le 1 million
Et troisième exclusion, non rencontrée non plus. Dans cette situation-ci, il y aurait application des nouvelles règles de 18.2 qui s'appliqueraient malheureusement. Un dernier petit blitz sur les autres mesures. OK. Donc, comme différentes mesures qui utilisent la notion de capital imposable, de capital versé, il y a également un crédit pour recherche scientifique et développement expérimental. Donc, le crédit d'impôt fédéral à l'investissement relatif à des dépenses admissibles de recherche scientifique et de développement fait l'objet d'une majoration de 15 % dans certains cas. Ce crédit majoré est limité quant aux dépenses admissibles par une formule qui fixe le montant maximal pour ces dépenses à 3 millions de dollars. Puis ce plafond de 3 millions va diminuer lorsque le capital imposable de la société de l'année précédente représente une valeur allant de 10 millions à 50 millions de dollars. Encore une fois, c'est la limite de 50 millions. Donc, il y a une limitation semblable qui existe quant au crédit d'impôt québécois pour recherche scientifique. Par contre, plutôt que d'être lié au capital versé, c'est basé sur un test d'actifs. Il y a également le droit au recouvrement d'une cotisation contestée, puis le contenu d'un avis d'opposition. Donc, la loi prévoit normalement des restrictions au droit de l'ARC, de recouvrer des montants relativement à une cotisation qui est contestée. Les restrictions, par contre, ne s'appliquent pas de la même façon aux grandes sociétés, c'est-à-dire que l'ARC va pouvoir recouvrer la moitié du montant en litige dans ces cas-ci. Donc, pour définir ce qu'est une grande société, le législateur y a encore eu une fois recours au concept du capital imposable. Donc, de façon générale, ça vise les sociétés dont le capital imposable excède 10 millions de dollars. Puis, le capital imposable, en fait, il est considéré à la fin de l'année, puis s'ajoute au capital imposable utilisé au Canada de toute autre société liée, donc ce n'est pas société associée dans ce cas-ci. Puis, du côté québécois, une définition du concept de grande société liée à des restrictions au recouvrement semblables à celles qui existent au fédéral, fait appel également au concept de capital versé, puis ça va être encore une fois les sociétés dont le capital versé est d'au moins 10 millions de dollars. Donc, tant au fédéral qu'au Québec, le concept de grande société s'applique aux fins de déterminer le contenu obligatoire de l'avis d'opposition. Donc, les grandes sociétés, lorsqu'ils font un avis d'opposition, ça doit préciser les questions en litige, le montant en litige pour chacune de ces questions, les motifs de l'opposition et tous les faits pertinents. Ça, c'est très important parce que la sanction du non-respect de cette exigence-là, ça réside dans la limitation du droit d'appel d'une grande société. Donc, l'appel d'une cotisation par une grande société va être limité aux questions qui ont été précédemment soulevées dans l'avis d'opposition. Au fédéral, il y a également une pénalité pour non-production par une grande société. Donc, pour les grandes sociétés qui omettent de produire une déclaration dans les délais prescrits, il y a une pénalité fédérale qui est calculée en fonction d'un pourcentage de 0,0005 % de son capital imposable à la fin de l'année. Il n'y a pas de concordance québécoise à cette pénalité. Et c'est appliqué. Ils ont retrouvé ça. Oui. Ensuite de ça, pour les mesures québécoises, il y a la déduction additionnelle pour frais de transport d'une PME manufacturière. Donc, pour pouvoir bénéficier de cette déduction-là, une société doit remplir certaines conditions, dont tout au long de son année d'imposition, c'était une société privée sous contrôle canadien, une SPCC. La proportion de ses activités de fabrication et de transformation pour son année est supérieure à 25 %. Et là, c'est là que la notion de capital versé entre en jeu. Son capital versé utilisé dans le calcul des PE pour l'année est inférieur à 15 millions de dollars pour les années qui débutent en fait avant le 7 avril 2022, puis 50 millions si l'année d'imposition de la société débute après le 6 avril 2022. Et ces activités manufacturières les plus importantes sont réalisées dans la zone éloignée particulière, zone éloignée, zone intermédiaire ou zone centrale. Et il y a également le versement d'acompte sur base trimestrielle qui est ouvert aux sociétés dont le capital versé, y compris celui de ces sociétés associées, pour l'année en cours ou pour l'année d'imposition précédente, ne dépasse pas 10 millions de dollars. Donc, autrement, la société va devoir payer ses acomptes provisionnels
par versement mensuel. Et donc, c'est ce qui conclut la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup. Merci. Très intéressant. Merci à tout le monde d'avoir assisté. Merci encore à Manuvie, commanditaire principal de la PFF régionale. L'activité va être en ligne à partir du 6 février. On a déjà 50 participants qui sont en ligne seulement, puis on avait une trentaine là, ici à l'activité. La semaine prochaine, 7 février, on va avoir un autre sujet dans la même salle, peut-être pas la même salle, mais en tout cas à la même place. Angle mort, le roulement des actions à la suite d'une vente selon l'article 44.1 et la notion d'entreprise semblable, avec Réginald Pierre-Louis de l'UQAM et Nadia Genet de HEC Montréal. Ça risque d'être fort intéressant. Et puis, 28 février, la résidence fiscale d'un particulier à l'ère du travail nomadique, une revue des principes et des cas particuliers dans la jurisprudence. Maître Valérie Messard, de Valérie Messard, avocate. Donc, merci. Bon après-midi. Merci encore.